Depuis l'an 2000, le monde a été frappé par plus de 1700 tremblements de terre d'une magnitude supérieure à 5. Nombre d'entre eux se sont produits autour de la ceinture de feu, située sur le pourtour de l'océan Pacifique. En Amérique du Nord, la plus grande menace est la faille de San Andreas, susceptible de provoquer un tremblement de terre d'une magnitude inégalée, ce qui lui a valu le surnom de Big One. La destruction potentielle de la Californie est une perspective terrifiante qui pourrait avoir des conséquences inimaginables. Mais le Big One n'est que le début de ce qui nous attend. Mauvaise nouvelle. Les scientifiques ont prédit un événement bouleversant pour la planète en 2030. La probabilité que nous assistions à cet immense séisme, le Big One, est de 70%, et sa magnitude devrait atteindre les 6,7 sur l'échelle de Richter. Il aura bien pour origine la faille de San Andreas, mais nos prévisions sont malheureusement insuffisantes pour le moment. Toutefois, un tremblement de terre de grande ampleur se produit une fois tous les 100 ans. Cela nous donne donc le temps de nous préparer à la catastrophe. Si étions capables de voyager dans le temps, nous serions en mesure de voir de nos yeux les tremblements de terre qui ont ravagé San Francisco et le fort Tejon. Les bâtiments construits il y a longtemps ne sont pas à l'épreuve de ce genre de séisme. Ils s'effondrent inévitablement. Même s'ils tiennent le coup, il ne faut pas y pénétrer. Mais les bâtiments ne sont pas ce qu'il y a de plus dangereux. Vous devez faire attention aux installations électriques et aux conduites de gaz. Votre maison sur la colline est peut-être charmante, mais elle est dangereusement exposée. Lors d'un tremblement de terre, une colline peut subir un énorme glissement de terrain qui détruira tout sur son passage. Dites adieu aux voyages en voiture, car toutes les routes seront détruites. Prévoyez des réserves d'eau et de nourriture, car vous ne pourrez plus faire de courses. Cette catastrophe ne sera pas bon marché. Les États-Unis devront débourser environ 200 milliards de dollars pour se remettre du désastre. Sachez qu'au moins, le tremblement de terre ne provoquera pas de tsunami. Mais il y a quelque chose qui peut causer encore plus de dégâts que ce Big One. La célèbre zone de subduction de Cascadia commence en Californie et se termine à Vancouver, au Canada. La faille de San Andreas n'est rien comparée à cette zone. Elle pourrait anéantir la totalité du littoral. Une vision terrifiante. La subduction est un phénomène d'enfoncement d'une plaque tectonique sous une autre plaque d'une densité plus faible. Nous avons donc ici la plaque nord-américaine et la plaque Juan de Fuca. Les zones de ce type sont généralement à éviter, car les risques de séisme y sont très élevés, et elles sont par conséquent extrêmement dangereuses, notamment en raison des catastrophes sous-marines. Mais courons-nous un risque, nous qui sommes à terre? Oui, car des tsunamis géants peuvent se produire, inondant les villes et détruisant les côtes. À l'heure actuelle, la zone la plus active est la ceinture de feu. La zone de Cascadia est peut-être moins active, mais elle est comme une bête endormie. Elle pourrait se réveiller et détruire tout ce qui se trouve sur son passage, provoquant des dégâts sans précédent. La dernière fois qu'une telle tension a été libérée, c'était en l'an 1700. Contrairement au séisme de San Andreas, celui-ci provoquera des tsunamis massifs et ces secousses seront bien plus violentes. Espérons que vous camperez dans un champ à ce moment-là, car la plupart des bâtiments et des ponts seront probablement détruits. Préparez-vous également aux répliques, qui seront dévastatrices. La nature ne sera pas épargnée non plus. Les glissements de terrain modifieront tout l'habitat des animaux, et nos maisons seront méconnaissables. Heureusement, il y a une lumière au bout du tunnel, et les scientifiques font tout ce qu'ils peuvent pour assurer notre sécurité. De nouvelles règles sont mises en œuvre. Chaque nouveau bâtiment doit être capable de résister à des chocs massifs. Ils développent des systèmes d'alerte modernes, et toute nouvelle infrastructure doit suivre des directives strictes en matière de résistance aux tremblements de terre. Les plaques Juan de Fuca et nord-américaines sont actuellement bloquées l'une contre l'autre, mais elles ne le resteront pas éternellement. Lorsqu'elles se déverrouilleront, préparez-vous à une forte secousse. Plus vous êtes proche de l'épicentre, plus les dégâts seront importants. Mais même si vous avez la chance d'être loin de l'épicentre, il se peut que vous sentiez le sol trembler pendant un certain temps. Si nous comparons la zone de subduction de Cascadia et la faille de San Andreas, nous constatons que la zone de Cascadia est beaucoup plus dangereuse. En 1994, un énorme tremblement de terre de magnitude 6,7 s'est produit dans la région de Northridge, près de la faille de San Andreas. Malheureusement, de nombreuses personnes n'ont pas survécu, et il y a eu beaucoup de blessés. À l'époque, les bâtiments n'étaient pas suffisamment solides pour résister aux tremblements de terre, et nombre d'entre eux ont été endommagés. La zone de subduction de Cascadia peut potentiellement provoquer un tremblement de terre de magnitude 9. Un séisme de magnitude 6 a une puissance équivalente à environ 20 millions de kilogrammes de dynamite.
Mais la puissance d'un séisme de magnitude 9 est équivalente à 20 000 milliards de kilogrammes de cette même dynamite. Le tremblement de terre le plus puissant jamais enregistré s'est produit au Chili. Sa magnitude était de 9,5 et il a presque tout détruit. Supposons que vous ayez survécu au tremblement de terre. Vos ennuis sont loin d'être terminés. Peu après, un tsunami massif frappera la côte, avec des vagues pouvant atteindre jusqu'à 30 mètres dans certaines zones. Ce n'est pas le cas du tremblement de terre de San Andreas, qui ne peut pas produire de vagues importantes. Vous pouvez dire adieu à votre beau jardin, car l'eau salée détruira les arbres et les plantes et modifiera l'environnement pendant pas mal de temps. Le seul point positif, vous n'aurez plus besoin de décoration pour Halloween, car tous ces arbres desséchés ressembleront à une forêt fantôme. Les vagues, les secousses et l'étendue de la zone elle-même rendront cette catastrophe naturelle bien plus redoutable que celle causée par la faille de San Andreas et par le Big One. Un tremblement de terre similaire s'est produit il y a environ 300 ans. De nombreux autres ont été enregistrés au cours des 3500 dernières années, ce qui prouve qu'ils se produisent continuellement tous les 4 à 600 ans. Techniquement, il nous reste donc entre 100 et 300 ans avant le prochain événement. Nous ne savons toujours pas comment fonctionne exactement la zone de subduction de Cascadia, car nous ne l'avons découverte qu'en 1970. Cette zone est très effrayante. C'est l'une des plus dangereuses de la planète. Elle a été découverte par hasard par des chercheurs qui étudiaient la ceinture de feu. Ils voulaient savoir s'il y avait eu des problèmes dans cette zone au cours des dernières années, et la preuve se trouvait sous leurs pieds. Dans l'État de Washington, il y a une forêt sinistre où rien ne pousse plus depuis des années. Lorsque les chercheurs ont analysé le sol, ils ont trouvé une énorme quantité de sel. Ils ont fait le rapprochement et ont conclu qu'un tsunami massif était à l'origine de cette situation. Les experts ne savent toujours pas exactement quand la forêt a été détruite. Heureusement, le Japon a gardé des traces d'un gigantesque tremblement de terre qui a eu un effet similaire. Il s'agit de celui qui s'est produit en l'an 1700. Il y a une chance sur 3 que le prochain se produise en 2050. Vous devez savoir comment agir en cas de tremblement de terre afin de vous en sortir indemne, alors écoutez attentivement. Les habitants de la région dont nous parlons n'ont pratiquement aucune expérience des séismes de ce type. Il est relativement facile de survivre à ce genre de catastrophe. C'est le tsunami qui suivra qui constitue le véritable danger. Après la secousse initiale, trouvez le terrain le plus élevé de votre région et rendez-vous-y. N'emportez que l'essentiel, comme de la nourriture et de l'eau. Laissez votre collection de cartes de baseball chez vous. Après la première vague, ne redescendez pas tout de suite. Les sismologues affirment que, très probablement, il y en aura d'autres. Et ils l'ont prouvé. Le 22 mai 1960, le sismologue Jerry Eston et ses 4 amis se sont rendus à Hawaï pour observer un tsunami qui devait se produire vers minuit. Ils ont installé leur matériel sur le pont de Wailuku et planifié un itinéraire de secours. Ce pont avait été détruit lors du précédent tsunami, mais le nouveau pont était beaucoup plus haut et mieux adapté. Après minuit, l'eau se trouvait à 1,2 mètre au-dessus de son niveau moyen. La deuxième vague a frappé une demi-heure après minuit, et l'eau est encore montée de 2,75 mètres à 1 heure du matin. L'eau est ensuite redescendue d'environ 2 mètres. Mais l'horreur était loin d'être terminée. Ils ont ensuite vu une vague d'un peu plus de 6 mètres de haut. Cela nous prouve que les tsunamis sont imprévisibles et que nous devons absolument écouter les experts pour rester en sécurité. Une puissance redoutable repose sous terre, là où les plaques tectoniques convergent et où l'une contraint l'autre à s'enfoncer. Ce phénomène se manifeste principalement dans les océans Pacifique et Indien. Au fil des siècles, la pression s'accumule, atteignant un point critique jusqu'à l'éveil du mégaséisme. La Terre est secouée avec une intensité dépassant parfois 9 sur l'échelle de magnitude, surpassant tout autre séisme connu. Lorsque le fond marin est brusquement propulsé vers le haut, une immense onde se propage dans l'eau, générant un tsunami d'une force titanesque. Ces vagues, appelées télétsunamis, traversent les océans, prêtes à dévaster des côtes situées à des milliers de kilomètres. S'étendant sur 1000 km, la faille de chevauchement donne l'impression que la Terre ne fait pas que trembler, mais qu'elle se déchire littéralement. Voilà qui témoigne de la puissance d'un séisme de méga chevauchement. Ceux qui se trouvent sur son chemin devront fuir pour leur vie. Les autorités japonaises ont récemment émis leur tout premier avis de méga-séisme. Cet avertissement a été déclenché par une violente secousse en bordure de la fosse sous-marine de Nankai. Bien que la plupart des alertes aient été levées et que le séisme de magnitude 7,1 ait causé peu de dégâts, des secousses ont touché le sud-ouest du Japon,
entraînant un ralentissement des trains à grande vitesse pour des raisons de sécurité et affectant les déplacements de nombreux voyageurs. Toutefois, la vigilance demeure de mise face à la menace d'un méga-séisme susceptible de se produire dans la fosse de Nankai dans les décennies à venir. Sous la mer des Philippines, une plaque tectonique s'enfonce lentement sous le territoire japonais, progressant de quelques centimètres par an. Les derniers grands séismes enregistrés dans cette région datent de 1944 et 1946, chacun ayant atteint une magnitude de 8,1. Ces séismes ont provoqué des destructions considérables à travers le pays. Si un nouveau méga-séisme devait survenir dans la région, il pourrait atteindre une magnitude comprise entre 8 et 9. Les scientifiques ne s'accordent toujours pas sur la probabilité exacte de cet événement, bien qu'elle puisse être estimée jusqu'à 80%. De l'autre côté du Pacifique, des chercheurs de l'US Geological Survey ont examiné une zone critique située le long de la côte ouest des États-Unis. Connue sous le nom de zone de subduction de Cascadia, elle s'étend du nord de la Californie jusqu'au nord de l'île de Vancouver, au Canada. Au cours des 14 200 dernières années, cette région aurait connu au moins 30 séismes majeurs, avec une fréquence moyenne d'un tous les 500 ans. Cependant, la région de Cascadia demeure anormalement calme depuis longtemps, ce qui alarme les experts. Ils supposent que la zone pourrait être bloquée, avec des plaques tectoniques collées accumulant une pression immense. Une rupture soudaine d'une partie du fond marin pourrait se produire, entraînant un déplacement de plusieurs mètres. Bien que la secousse principale dure seulement 5 minutes, elle provoquerait un tsunami dévastateur persistant jusqu'à 10 heures. Si cela se produisait, ce serait, selon les experts, le pire désastre naturel de l'histoire du pays. Dans certaines zones, le sol des collines pourrait se liquéfier et se comporter comme des sables mouvants, provoquant l'effondrement des pentes, des routes et des ponts. Environ 620 000 bâtiments pourraient être gravement touchés, voire s'écrouler, y compris une centaine d'hôpitaux et 2000 écoles. Les résidents de l'État de Washington pourraient être contraints de subvenir seuls à leurs besoins essentiels, eau, nourriture et abri, pendant 2 semaines. Les scientifiques analysent les phénomènes de glissement lent, où les plaques tectoniques se déplacent de manière imperceptible sur des semaines ou des mois, libérant une quantité d'énergie insuffisante pour éviter un séisme majeur. Chaque augmentation d'un point sur l'échelle de magnitude multiplie par 40 l'énergie libérée. Ainsi, il faudrait environ 1 million de petits séismes par jour, durant 500 ans, pour égaler l'énergie dégagée par un seul séisme de magnitude 9. Ces petits tremblements de terre pourraient révéler les prémices d'un séisme majeur. Pour renforcer la surveillance de la faille de Cascadia, les experts procèdent à une cartographie plus détaillée et déploient des instruments de surveillance plus sophistiqués en mer. Un financement de plus de 10 millions de dollars a permis l'installation de capteurs sismiques et de jauges de pression sous-marine sur un câble à fibre optique au large des côtes de l'Oregon. L'objectif est de pouvoir alerter les populations à temps et potentiellement sauver des vies en cas de grand séisme. Un méga-séisme de type chevauchement a touché cette région en 1964. Connu sous le nom de Grand séisme d'Alaska, il a atteint une magnitude de 9,2 et duré plus de 4 minutes, devenant ainsi le plus puissant séisme enregistré aux États-Unis et en Amérique du Nord. Les secousses ont provoqué d'importantes fissures et des glissements de terrain. À Anchorage, de nombreuses maisons, infrastructures et routes ont été détruites, car elles n'étaient pas conçues pour résister à un séisme d'une telle intensité. Dans certaines zones, le paysage a été définitivement transformé. Ainsi, le littoral près de Kodiak et de l'île Hinchinbrook a été surélevé de 9 mètres, tandis que dans des localités comme Girdwood et Portage, le sol s'est affaissé de 2. Les routes ont dû être reconstruites à une hauteur supérieure pour prévenir les inondations provoquées par les marées. Un tsunami gigantesque de 8 mètres a anéanti le village de Chenega. De nombreuses villes côtières ont subi d'importants dégâts, non seulement en raison du séisme, mais aussi à cause des tsunamis et des incendies consécutifs. Les mois suivants ont été marqués par des milliers de répliques de moindre intensité. En août 2024, un séisme modéré, de magnitude 4,4, a frappé Los Angeles. À la suite de cet événement, le service de protection contre les incendies de Los Angeles a inspecté la ville sans relever de dommages majeurs ni de blessés. Cependant, à Pasadena, près de l'épicentre, une canalisation a éclaté à l'intérieur de l'hôtel de ville, obligeant à l'évacuation du bâtiment. Heureusement, aucun risque de tsunami n'a été signalé.
la meilleure manière de réduire les risques de panique dans ces situations est de miser sur une préparation adéquate. Le Japon figure parmi les régions du globe les plus exposées au séisme en raison de sa position au croisement de 4 plaques tectoniques. Chaque année, environ 1500 séismes y sont suffisamment puissants pour être ressentis. Cette réalité a conduit les Japonais à adapter leur quotidien à ces phénomènes. Ainsi, une loi adoptée en 1950 impose que les bâtiments soient conçus pour résister à des secousses d'une magnitude allant jusqu'à 7 sans s'effondrer. Une mise à jour, survenue 30 ans plus tard, a précisé que les bâtiments devraient en subir uniquement des dommages mineurs lors de tels séismes et continuer à fonctionner normalement. Toutefois, en cas de tremblement de terre plus puissant, la réglementation impose que la priorité soit d'éviter l'effondrement du bâtiment afin de protéger des vies humaines. À un niveau basique, cela implique de renforcer les structures avec des poutres, des piliers et des murs plus épais pour mieux résister aux secousses. Une autre approche consiste à installer des coussinets spéciaux, fabriqués avec des matériaux comme le caoutchouc, à la base des bâtiments. Certains édifices reposent même sur de larges couches de matelas qui les isolent totalement du sol, ce qui améliore leur protection face au séisme. Un gratte-ciel peut osciller de manière significative, avec un déplacement pouvant atteindre 1,50 m d'avant en arrière. Pour limiter les dommages, les ingénieurs ajoutent également des dispositifs appelés amortisseurs, à chaque deuxième étage jusqu'au sommet de l'immeuble. Ces amortisseurs fonctionnent comme d'énormes pompes à vélo, mais remplies de liquide plutôt que d'air. Lors des secousses, le liquide résiste à la compression et absorbe une partie de l'énergie générée par le tremblement. Lorsqu'ils conçoivent des gratte-ciels, les ingénieurs s'efforcent de simplifier et d'équilibrer au maximum la structure. Cela implique que chaque étage ait une hauteur uniforme et que les colonnes de soutien soient réparties de manière régulière. Cependant, les architectes privilégient parfois des designs plus créatifs, ce qui les pousse à chercher des solutions de compromis pour maintenir à la fois l'esthétique et la sécurité du bâtiment. Par exemple, la Tokyo Skytree, l'une des tours les plus hautes au monde, associe un style futuriste à des dispositifs innovants conçus pour résister au séisme. Elle intègre un pilier central, inspiré des pagodes traditionnelles japonaises, ainsi que des amortisseurs sismiques qui dissipent l'énergie des secousses, garantissant ainsi sa stabilité et sa sécurité.